Bonjour, Marc-Gabriel Draghi, désolé pour ce léger retard. Bienvenue dans cette matinale. Bonjour Nicolas, bonjour Raphaël. Non, non, pas de souci. Je suis ravi d'être Mmh. avec vous. C'est réciproque, donc je vais essayer d'aller un peu plus vite et donner rapidement la parole et ne pas faire des questions fleuves. Il y a de quoi, parler aujourd'hui. Alors, je pense que tous ces éléments-là liés, à Musk, à Breton, au DSA, je vais le réserver, à Raphaël qui pourra t'interroger sur ces sujets. Moi, j'aimerais bien qu'on discute en effet, par exemple, sur l'international. Qu'est-ce que t'inspire? Quelle est ton analyse sur cette histoire du Groenland? Ça paraît assez ubuesque, cette histoire quand même. Trump qui dit je vais prendre le Groenland. Tout le monde a l'air. Alors il y en a qui s'en foutent pas. Ceux qui semble-t-il sont les plus fâchés, ce sont les Russes. Alors, il y a un lien en réalité avec l'introduction qui vient d'être faite par notre ami Raphaël. C'est en fait la quatrième révolution industrielle. Il faut quand même comprendre que le Groenland, alors c'est 4 à 5 fois le territoire français. Il y a des ressources minières et énergétiques très importantes et c'est Mhm. un territoire géostratégique. Vous avez bien compris avec des routes qui font que les États-Unis ne sont pas si loin de la Russie et de la Chine, Oui. et que c'est un continent ou un carrefour en tout cas qu'il faut contrôler impérativement. Et en réalité, les déclarations de Trump, il faut plus les prendre comme pas un écran de fumée, parce que c'est pas un écran de fumée, mais plus comme comment dire, une stratégie politique pour imposer, on va dire, un rythme par rapport à certaines négociations. Je vais le dire assez simplement, le Groenland est un territoire qui est contrôlé par les Américains partiellement depuis 1945. Je ne vais pas aller dans les théories un peu fumeuses qui consistent à parler de la Terre creuse pour ceux qui ont tendance à divaguer sur Internet, mais le Groenland est un territoire stratégique qui avait été contrôlé par les États-Unis euh, en gros pendant la période de la Seconde Guerre mondiale. Souvenez-vous, les nazis et les Allemands avaient eu aussi des velléités de contrôle de cet immense territoire qui était déjà stratégique. Et pour le dire assez clairement et faire le lien avec la quatrième révolution industrielle, le Groenland a dans son sol 25 des 34 terres qu'on dit critiques ou terres rares. Donc Oh. le contrôle stratégique ou un rapport de force, de domination. Alors il y a déjà des traités qui existent avec les États-Unis et avec l'Europe, parce que l'Europe arrive toujours en dernier, même si c'est un territoire européen via le Danemark. Alors il faut rappeler que c'est un territoire autonome danois. Alors certains disent, ça me fait assez rigoler, mais certains disent une colonie danoise. C'est pas une colonie danoise parce que le Groenland, quelque part, les Danois, enfin, il y a certains Européens qui viendraient de ce territoire ou en tout cas qui ont été très longtemps colonisés alors qu'il n'y avait certainement pas d'habitants puisque c'est un territoire quand même du Grand Nord et pas très sympathique au niveau du climat. Mais en tout cas, en fait, les effets d'annonce de Trump, alors moi je l'avais dit à votre antenne dès l'élection de Donald Trump, et je ne pense pas m'être trompé, Make America Great Again, c'est aussi un retour d'une certaine manière à la doctrine Monroe. Et dans le sens stratégique américain, il faut voir que Donald Trump, quoi qu'il arrive, va vouloir réorienter. Alors là, les démocrates et les néoconservateurs, vous l'avez très bien dit Nicolas, lui mettent quand même un petit peu, pas des bâtons dans les roues, mais lui laisse, on va dire, des sales affaires. Donc, il va peut-être avoir du mal à se réorienter complètement sur l'Amérique, notamment avec l'Ukraine et Israël, où on a vu les aides pleuvoir et des transferts de matériel dans les dernières semaines et les dernières heures de Biden. Mais en fait, Trump veut absolument contrôler, on va dire, ça veut rien dire, mais je vais le dire quand même, l'interland américain et en fait, il va se recentrer sur ce qui a fait la force de l'Amérique au 19e siècle via la doctrine Monroe, qui était un ancien président des États-Unis. Et en fait, en Oui. gros, c'est le territoire réservé américain. Donc le Groenland a un intérêt stratégique. Les Américains, en réalité, ils sont déjà avec des rapports de force traditionnels, c'est-à-dire en fait des traités commerciaux et des traités, on va dire, militaires d'occupation de ce territoire. Alors évidemment, ce qui devrait nous inquiéter, nous, Européens, c'est qu'en fait, a priori, les Américains vont réussir à instaurer justement un rapport de force encore plus à leur avantage
au détriment de leurs partenaires européens. C'est toujours ça la problématique. C'est qu'en fait, la montée de Trump doit inquiéter l'Europe. Bon, d'une certaine manière, l'Union européenne, parce qu'en fait, c'est des dirigeants qui sont incompétents et qui visent à liquider notre continent, mais aussi nous, les peuples, puisqu'en fait, au niveau géostratégique, nous n'avons aucun chef d'État qui éventuellement pourrait profiter ou essayer d'entraîner un effet d'aubaine. Je vais donner juste un exemple sur le Canada. Moi, personnellement, que le Canada devienne américain, le 51e État américain, ça ne me dérange pas du tout. Par contre, si on avait un Charles de Gaulle à la tête de la France, peut-être qu'on aurait posé la question à l'international de l'autodétermination du Québec. Et pourquoi pas proposer aux Canadiens français de revenir dans le giron français. Et il faut rappeler que le Canada, alors pour l'annexion du Canada, c'est pas votre question, mais j'y réponds rapidement. J'y crois moyen parce que le Canada est un dominion britannique et ça fait partie de ce que moi j'appelle la London Connection. En réalité, l'empire britannique de l'ombre et le Canada se faire aspirer par les États-Unis, ça me paraît quand même assez difficile, même si on a vu que Justin Trudeau s'est fait humilier et ce qui a d'ailleurs entraîné sa démission, parce qu'en fait, il est traité de gouverneur par le grand pays du Sud. Donc Et Musk lui a mis le coup de pied à l'âne en l'appelant Girl. Girl à Justin Trudeau. Est-ce que bientôt il va interpeller Monsieur Brigitte? J'ose même pas l'imaginer. Oui, ce serait intéressant de voir. Mais d'ailleurs, je le trouve assez réservé sur la situation française. Donc, à voir dans les prochaines semaines. Et juste pour répondre à votre question et faire le lien avec le Groenland, beaucoup de gens s'alarment sur, on va dire, l'interventionnisme à venir de Trump. En réalité, par exemple, sur le canal de Panama est américain. Dans les faits, c'est juste que Trump veut renforcer la position des États-Unis. Bien sûr qu'il a été nationalisé par Panama, mais en fait, Panama est un État créé par les États-Unis. Il faut rappeler que c'est une annexion d'une partie du territoire de la Colombie, donc créé par les Américains pour en réalité contrôler stratégiquement le canal. Et Trump, comme disent certains, c'est un homme d'affaires, il veut juste imposer ses conditions douanières et tarifaires pour, on va dire, reprendre la main et reprendre un contrôle davantage renforcé sur le flux de bateaux qui passent par le canal de Panama. Donc, je dis pas que c'est pas inquiétant. En fait, pour nous, c'est inquiétant puisque nous, Européens, notre avenir dans la décennie qui vient, c'est la liquidation. C'est-à-dire, là, il va y avoir une grande bataille entre des blocs et nous, on est entre les deux, on va se faire dévorer. C'est ça où nous, ça doit nous concerner. Après, il y a aussi, que ça avait été dit sur votre antenne, il y a aussi des grandes annonces qui permettent d'instaurer un climat politique de tension et d'obtenir certaines choses. Et vous l'avez dit, même le Danemark, donc les Nordiques, ce ne sont malheureusement plus des Vikings, n'ont pas vraiment de colonne vertébrale et n'ont pas aussi de capacité géostratégique et géopolitique très importante. Et on commence à entendre même un son de cloche qui dit bah oui, bah, s'il faut vraiment le vendre, on le vendra, ce qui est catastrophique. C'est-à-dire, on brade pas un morceau de territoire comme ça, même si les Américains avaient racheté l'Alaska, on n'est quand même pas dans la même configuration et surtout pas du tout dans les mêmes enjeux. Donc je m'arrête là, mais en tout cas c'est intéressant parce que ça a le mérite de poser des grandes questions et de réorienter et aussi de nous poser des questions à nous Européens sur nos stratégies. Quand on voit que notre meilleur allié ou notre grand partenaire veut clairement manger un territoire européen, parce que le Groenland est un territoire européen, on peut se poser des questions légitimes sur notre liaison avec la Grande Amérique. Second sujet, Marc Gabriel. Si je dis second, c'est qu'il n'y aura pas de troisième et que ce sera donc Raphaël qui continuera. Second sujet que je souhaitais aborder avec toi, c'est ce projet dont tu nous avais déjà parlé, ou on en avait déjà parlé dans une émission de Radio Courtoisie, le projet en Arabie Saoudite dit Neom, c'est-à-dire d'une ville intelligente, et qui aurait été donc, si j'ai bien compris, abandonné. Alors, il n'est pas abandonné, mais c'est un échec. Alors, oui, il est presque abandonné en réalité dans les termes. Neom, c'était la construction d'une fameuse Smart City, un thème que c'est cher, Nicolas. Et en fait, c'était la création d'une ville intelligente, ce qu'on appelle le principe de la ligne. Donc, Neom était The Line, une ville de 170
km de long au bord de la mer Rouge. Alors, ça va devenir là une station balnéaire. Et en fait, Oui. l'horizon, c'était de faire sortir cette ville ultra intelligente avec tous les moyens de transport verts, le train, le métro. Alors, c'est une ville en plein milieu du désert, hein, et de consommation foncière le plus réduit en emmenant des millions de personnes dans cette ville. Alors, l'horizon était évidemment 2030, puisque ça faisait partie d'un des objectifs de la vision 2030 de l'Arabie Saoudite. Cette vision 2030 de l'Arabie Saoudite est un programme qui est financé en grande partie par des grands acteurs de Wall Street, notamment BlackRock, pour citer le plus Ouais, connu. Et c'est ouais. un échec considérable. Alors, vous avez employé le terme d'abandon. On pourrait presque parler d'abandon. Alors, il y a eu plusieurs scandales, des viols collectifs, des tentatives de meurtre, de Ah bon? l'esclavage, du trafic de drogue. Et en réalité, en fait, là, pour 2030, ce qui est annoncé, alors il y a eu une démission du PDG on va dire, du groupement d'intérêt public qui pilotait Neom. Ils ont eu du mal à le remplacer. Et là, maintenant, on annonce pour 2030 une ville de 2,4 km au lieu de 170 km. Alors, en fait, ça va C'est plus la devenir même une chose. station balnéaire au bord de la mer Rouge. Et c'est pour moi symbolique, puisqu'en réalité, dans tous ces projets de Smart City, même si l'agenda avance, il a été considérablement freiné déjà par une incompétence des gens qui pilotent ce genre de projet, et aussi un rapport au réel qui est compliqué. C'est-à-dire, en fait, quand vous voulez mettre en place des projets un peu idéalisés par rapport à la vision de l'hyperclasse, on voit qu'il y a une réalité on va dire, de la chose concrète et de la mise en œuvre qui peut être très compliquée. Et pour nous, c'est intéressant parce que on est dans la première semaine ou dans la deuxième semaine de janvier 2025, et on voit qu'au 1er janvier, il y a eu les ZFE, c'est ça, ces fameuses zones à faible émission qui ont été pas inaugurées, parce qu'il y en a déjà une dizaine qui étaient existantes, notamment Grenoble, Nice, Paris, Lyon. Paris, Lyon étant les deux plus grandes. Et on voit que ces ZFE qui sont hérités de la loi climat et résilience de Ouais. 2021 sont inaugurées. Et elles sont inaugurées, mais un peu en catimini. C'est-à-dire, donc, elles existent. Depuis le 1er janvier 2025, les agglomérations de plus de 150 000 habitants sont chargées de contrôler, de réglementer la circulation des véhicules critère 3, c'est-à-dire tous les véhicules qui sont en dessous de critère 3, en théorie, ont des conditions d'accès réglementées, voire sont interdits, Interdit, ouais. à ces grandes smart cities. On en avait parlé plusieurs fois ensemble, Nicolas. Et ça, c'est intéressant parce qu'on voit qu'en fait, alors ils ont un peu appris de leurs erreurs. Il n'y a pas de communication réelle qui est faite à la fois dans les territoires et au niveau national. Et en réalité, il y a une création dans la réglementation, mais les sanctions, le dispositif de sanctions, ils sont en train de les créer, ils sont en train d'installer les panneaux, les dispositifs de contrôle. Normalement, ça devait être effectif au 1er janvier 2025, mais en fait, on est en train de nous dire que dans beaucoup de villes, l'air est respirable, qu'on peut encore attendre, il y a des dispositifs Ouais. d'aménagement et d'allègement, ce Finalement, qui est tant mieux, mais en réalité, en fait, c'est un piège, parce qu'en fait, c'est une expérimentation pour voir si les populations ou la population va accepter ce dispositif. la fin Et du en monde est réalité, reportée à plus tard. c'est ça, la fin du monde est reportée à plus tard. Et en fait, le dispositif de sanction, alors dans certains arrêtés, c'est déjà le cas. Par exemple, je prends le cas de Dijon, il y a, ou d'autres, hein, mais Dijon est particulier parce qu'ils expliquent dans l'arrêté que la qualité de l'air est satisfaisante, alors que Dijon est une cuvette, hein, pour ceux qui connaissent un peu la topographie du Totalement, coin. Et totalement. c'est intéressant de voir qu'ils expliquent que de toute manière, les dispositifs de sanction n'interviendront qu'au cours de l'année 2026. Donc en fait, là, ils vont faire de la pédagogie, ils vont vous mettre les panneaux, ils vont vous mettre les dispositifs de contrôle, ils vont aussi vous faire peur, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas que c'est encore en expérimentation et qu'il n'y aura pas de sanctions. Donc il y a peut-être des gens qui vont avoir peur d'aller dans ces fameuses ZFE. Il y a Marseille aussi qui bénéficie d'aménagement, ce qui est pour moi est normal, compte tenu de la configuration et du contexte marseillais. Il y aura forcément ZFE toujours dans des les quartiers aménagements. nord. ZFE dans Voilà. les quartiers nord de Marseille, ça risque, je sais pas si le respect on va Je suis rigoler, hein. même pas, je suis même pas sûr qu'ils vont tenter d'installer les panneaux et que ça soit réellement pris Surtout dans pas de le nuit. périmètre. Mais en tout cas, c'est intéressant. Et la ZFE fait ce lien avec la fameuse Smart City, avec le projet Neom. Et on voit qu'en réalité, ils ont quand même adapté leur agenda. Et le sujet de l'émission aujourd'hui est, je pense, pertinent, puisque en réalité, les tentatives de totalitaires et de dérive
sécuritaires, même si évidemment le motif est toujours le climat, comme vous l'avez dit, le signe noir, Nicolas, toujours nous faire peur. Elles ont pris beaucoup de retard, mais elles sont toujours là. La colonne vertébrale de l'agenda 2030 est toujours là et les dispositifs, on l'a vu à l'occasion des Jeux Olympiques de Paris, on avait eu le temps d'en parler longuement, mais ils sont en train quand même de les adapter pour que la population ne se rebelle pas. Et là, à l'occasion des ZFE, je le dis, pour ceux qui sont concernés, je pense que ça devrait être un enjeu majeur de la politique, en tout cas des débats politiques de ces prochains mois, puisque si nous ne faisons rien, comme pour le pass sanitaire, vous avez le plaisir de recevoir Louis Fouché et Vincent Pavant, qui ont été des grands acteurs dans la lutte contre ce dispositif totalitaire. Je pense que si nous ne rebellons pas face à ces dispositifs, il va y avoir une difficulté dans les années qui viennent à même aller dans les villes. Là, on l'a vu avec les paysans et on va dire l'échec de la révolte paysanne là, du 5 janvier. Le jour où il y a des ZFE, c'est fini. C'est-à-dire vous ne pourrez même pas essayer de vous présenter aux portes de la ville. Il y aura des dispositifs de sécurité et en fait comme des barrières de péage, si vous voulez, numériques et vertes, qui, quoi qu'il arrive, vous empêcheront de pénétrer dans la ville, tout simplement si vous roulez en 2 chevaux ou en AX ou je sais pas quoi, en voiture immatriculée, je crois que c'est 97, 97 pour les diesels et 2001 pour les essences. Donc de toute manière, ça va être compliqué. Et je pense que c'est un des débats politiques qu'on doit garder en tête et il faudra absolument essayer de s'en débarrasser. Ce qu'ont fait un peu les Anglais, à l'image des Blade Runner anglais qui démontaient les panneaux, il va falloir aussi un peu monter, on va dire, faire monter ce débat pour essayer de se débarrasser de ces dispositifs qui sont liberticides et qui sont les prémices d'une société totalitaire. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.